Bon, je crois que nous allons commencer les questions, le débat, ça dépend comment on l'appelle. Débat, oui. Alors, je voudrais simplement rappeler un petit point technique. C'est traduit, pour le moment, tout est traduit en anglais, quand on parle français et vice-versa. Alors, pour que les traducteurs puissent entendre vos questions, il faut que, quand on vous a donné la parole, vous poussiez sur le petit bouton qui se trouve au pupitre. Une lampe rouge s'allume, vous pouvez parler. Alors, ceux qui n'ont pas de tels appareils doivent essayer d'en trouver un à proximité. C'est important pour que les gens qui ne comprennent pas la langue qui est parlée au moment même puissent suivre le débat. Bon, première question. I would very much like to know what you would say makes life worth to live. Yes, est-ce que je réponds en anglais ou en français? En français, bon. C'est ça. C'est ça. En fait, jusqu'à maintenant, l'activité, la vie que j'avais moi-même, je la considérais comme tout à fait digne d'être vécue. J'avais le sentiment d'un certain type d'épanouissement, pour moi personnellement, qui me satisfaisait. Maintenant, avec un certain recul, d'ailleurs, j'envisage ma vie passée dans un jour très différent, en ce sens que je me rends compte que cet épanouissement était en même temps une mutilation. Parce qu'en un sens, il s'agit d'une activité extrêmement intense, mais dans une direction excessivement étroite. De telle façon que toutes les autres possibilités d'épanouissement de la personne n'étaient pas touchées. Et pour moi, il n'y a absolument pas de doute possible à ce sujet. Les genres d'activités que j'ai actuellement est infiniment plus satisfaisant, infiniment plus enrichissant que celui que j'ai eu pendant 20 ou 25 ans dans mon passé, dans ma pratique de chercheur mathématique. Donc tout d'abord, un point de vue purement personnel de ce qui concerne ma vie à moi. Mais d'autre part, quand je parle d'une vie qui est digne d'être vécue, il ne s'agit pas seulement de ma vie à moi, il s'agit de la vie de tous. Et je me rends compte que l'épanouissement que j'ai pu avoir dans une direction très très limitée, elle se faisait aux dépens des possibilités d'épanouissement d'autres personnes. Par exemple, si certaines personnes se sont trouvées sous une pression psychologique si forte qu'ils en sont parfois venus au suicide, c'est bien à cause d'un consensus dominant qui faisait que la valeur de la personne était jugée d'après la virtuosité technique, par exemple, à démontrer des théorèmes. C'est-à-dire à effectuer certaines opérations excessivement spécialisées, alors que précisément tout le reste de la personne était complètement laissé à l'ombre. Et c'est une chose que j'ai expérimenté beaucoup et beaucoup de fois, c'est que quand on parle d'une personne une telle, je demande, bon, qui est-ce? On me répond, c'est un con, parce que, voulant dire par là, c'est ça, quand on est entre mathématiciens, que c'est un type qui soit démontre des théorèmes qui ne sont pas très intéressants, soit démontre des théorèmes qui sont faux, ou bien ne démontre pas de théorème du tout. Donc, là j'ai un peu défini négativement ce que j'entends par une vie qui soit digne d'être vécue. Je pense que pour tout le monde, il y a la possibilité d'épanouissement sans que nous soyons jugés par les autres, par des critères aussi étroits, aussi étriqués. En fait, je pense que cette échelle de valeur a un effet effectivement directement mutilant sur nos possibilités d'épanouissement. Enfin, c'est un des aspects, je ne prétends pas ici répondre à la question que vous avez soulevée, qui est très vaste, mais enfin, disons, dans l'optique où nous plaçons ici, c'est-à-dire partant de la pratique de scientifique, c'est ce que je vois de plus immédiat à répondre. Do you have any opinions on the pattern of scientific research in the People's Republic of China? In the People's Republic of China,
Yes, I have some. Ah, bon, en français. Ouais. Oh, ouais, en anglais. Oui, C'est mieux en français. bon, c'est ça. Oui, disons, jusqu'à une date assez récente, jusqu'à il y a environ 3 mois, j'ai été relativement fermé à toute information qui me venait de Chine parce qu'elle s'enveloppait dans un jargon tel que on avait envie, a priori, de le mettre en doute. On n'avait pas envie de le prendre au sérieux. Le jargon, disons, d'un culte effréné de la personnalité de Mao Tse-tung, une sorte de hagiographie qui l'accompagnait, qui faisait que les publications, je les prenais en main assez souvent, mais elles me tombaient des mains, des découragements, c'est-à-dire que ça ne passait pas. Alors, il y a 3 mois, j'ai été en contact avec des nouveaux alchimistes qui m'ont fait comprendre la possibilité d'une pratique scientifique entièrement différente du type de pratique qui prévaut actuellement dans toutes les sciences qui sont professées à l'université, dans les instituts de recherche. Et à partir de ce moment-là, effectivement, j'ai attaché un intérêt renouvelé à ce qui se passe en Chine et j'ai eu la motivation nécessaire pour dépasser, disons, les fioritures du style et pour essayer de voir le fond des choses. Et je me suis convaincu qu'il y a des choses extrêmement intéressantes qui se passent également en Chine, précisément en direction du développement d'une science nouvelle. En tout cas, la Chine est le seul pays dans lequel le mythe de l'expert soit même officiellement battu en brèche, dans lequel on dit aux gens, ne vous fiez pas aux experts, n'attendez pas que le gouvernement vous envoie des types compétents pour résoudre vos problèmes, résolvez-les vous-même avec les moyens du bord, avec les moyens que vous trouvez sur place, c'est ça. Nous sommes tous, que nous soyons des professeurs d'université, des ouvriers ou des paysans, nous sommes tous capables d'initiatives créatrices, nous sommes tous capables d'inventer quelque chose. Alors, la façon la plus, je crois, la plus frappante dont ces, appelons les mots d'ordre, ou ce mouvement nouveau se soit matérialisé, c'est le développement de la médecine chinoise, tout particulièrement depuis la révolution culturelle chinoise. Alors, c'est un exemple où précisément la science sort des mains d'une certaine caste pour devenir la science de tous. Et ce n'est qu'en devenant la science de tous qu'elle peut devenir la science pour tous. En fait, pratiquement n'importe qui, quel que soit son background culturel en Chine, peut devenir médecin. Il y a ce vaste mouvement des médecins aux pieds nus qui a mobilisé des nombres impressionnants, mais je suis mauvais en statistiques, je ne saurais pas dire combien, de gens qui parcourent les campagnes pour toutes sortes d'interventions médicales, disons, standards, qui, dans un contexte social comme le nôtre, ne seraient admises que moyennant des années et des années d'études médicales, alors que là-bas, après quelques mois de préparation, on peut exercer certaines activités médicales. Il y a tout particulièrement le développement sensationnel de l'acupuncture chinoise, qui a permis dans des cas jusque maintenant tout à fait insoupçonnés, de guérir certaines affections. On sait par exemple, ou d'être auxiliaire dans certaines techniques médicales. Alors à titre d'auxiliaire, on sait le rôle que joue actuellement l'acupuncture chinoise pour l'anesthésie, mais également il y a guérison par acupuncture de toutes sortes d'affections, y compris des affections aussi banales que les rhumes, mais aussi par exemple des affections très sérieuses comme des descentes de matrices à des états très très avancés. J'ai eu la traduction récemment d'un article d'un journal chinois à ce sujet qui nous éclaire bien sur les différences entre, disons, la pratique scientifique et en particulier médicale dans un pays comme la France ou la Suisse, enfin dans un pays occidental, et la pratique en Chine, où en fait une technique entièrement nouvelle de guérison d'une descente matrice très avancée a été trouvée par une jeune femme médecin qui avait très 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 peu de background, de très très peu d'études derrière elle, mais qui était fortement motivée pour guérir un cas précis. D'autre part, elle se trouvait dans un climat culturel où il n'était pas considéré comme inadmissible, comme impensable qu'une personne ayant peu de connaissances, n'ayant pas de diplôme pratiquement, puisse développer des techniques nouvelles. Bon, elle a fait des essais sur elle-même,
en faisant des piqûres sur ces vertèbres inférieures, puisqu'elle savait, d'après le peu de choses élémentaires qu'elle avait apprises, qu'il y avait des liens nerveux directs entre la matrice et ses vertèbres, et à force d'expérimentation sur elle-même, elle a fini par trouver un point qui lui a causé une réaction extrêmement forte, qui a fait remonter la matrice à l'intérieur de son ventre. Et sur ce, ayant la conviction qu'elle avait trouvé le point correct, elle a appliqué à la malade qu'elle avait en vue, et cette malade a été guérie. Et depuis lors, une cinquantaine d'autres cas, au moment où j'ai lu ce journal, auraient été traités, et avec 45 cas de guérison. Alors, on peut voir la différence fondamentale entre cette sorte de pratiques et de découvertes scientifiques et celles qui prévalent dans les pays occidentaux. Tout d'abord, le malade n'est plus un objet entre les médecins du médecin. Ce n'est plus le médecin qui est le sujet qui sait et qui applique son savoir sur l'objet malade. Ici, dans l'investigation scientifique, eh bien, le médecin est en même temps l'objet de l'expérimentation, ce qui en même temps permet de surmonter ces relations intolérables du point de vue, intolérables pour le malade d'être précisément un objet sans volonté, sans personnalité entre les mains du médecin, mais en même temps qui permet, je crois, une connaissance beaucoup plus directe, beaucoup plus intense de ce qui se passe, parce que lorsque la recherche scientifique, on la ressent dans sa propre chair, lorsqu'on sent soi-même les réactions du corps, c'est une connaissance tout à fait différente que si on fait quelque chose sur un objet malade, et que quelques aiguilles ou autres enregistrent des réactions de façon purement quantitative. Je pense qu'il y a là un ensemble de facteurs où les facultés rationnelles de la personne ne sont plus séparées des autres, ou elles ne sont plus séparées par exemple de l'expérience sensorielle directe, ni disons des motivations nature affective, appelez-les idéologiques, appelez-les comme vous voudrez. Donc je pense qu'il y a là véritablement une intégration des différentes facultés cognitives que nous avons, des différentes facultés de connaissance, qui fait absolument défaut dans la pratique scientifique dominante, occidentale, où nous avons au contraire, nous faisons tout pour arriver, coûte que coûte, à séparer les facultés purement rationnelles, et même l'application d'une certaine méthode d'application de ces facultés rationnelles, et tout le reste de nos possibilités de connaissance. Et c'est ça, en un sens, qui a abouti à cette espèce, c'est un des facteurs qui a abouti à cette espèce de délire technologique, qui fait que des savants sont capables de se fasciner sur des problèmes techniques, par exemple posés pour la construction de missiles intercontinentaux ou d'autres choses analogues, sans du tout se poser la question des implications atroces d'une utilisation éventuelle de ce qu'ils sont en train de construire. Vous avez dit que, d'après votre opinion, il faut changer la société dans une société post-industrielle dans 10 ou 20 ans. Je vous accorde même 50 ans. Je vous demande la chose suivante. Supposez qu'une fée vous accorde un pouvoir illimité de persuader tout le monde de faire ce que vous pensez qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous ferez sans provoquer une grande catastrophe, disons, de sous-nourrissement, etc., etc. Je crois qu'il y a déjà un malentendu de base. Je n'ai pas dit qu'il faut que qui que ce soit, en particulier moi par exemple, ou quelqu'un d'autre, transforme la société industrielle comme ça dans les 10 ou 20 ou 30 années qui viennent dans une autre forme de société prédéterminée. Et si effectivement une fée m'investissait des pouvoirs discrétionnaires, bien je lui dirais que j'en ai pas envie, que effectivement je suis bien persuadé que ce que je pourrais faire à ce moment-là, ce serait guère autre chose que de mettre encore plus de mess, de mettre encore plus le bordel que celui qui est déjà. En fait, je suis entièrement convaincu que absolument personne n'est capable, disons, de programmer, de prévoir les changements
qui vont avoir lieu. Je pense que la complexité des problèmes planétaires, elle est si grande qu'elle défie absolument les capacités d'analyse mathématiques ou expérimentales. En fait, nous sommes dans une situation où les méthodes des sciences expérimentales nous servent pratiquement à rien, parce que finalement, une planète Terre, il y en a une seule, et une situation comme la situation de crise où nous sommes maintenant, elle a lieu une seule fois dans l'histoire de l'évolution. Nous n'avons pas donc, nous n'avons pas là une expérience que nous puissions répéter à volonté pour voir dans tel et tel et tel, avec tel ou tel mode opérationnel, quelles vont être les conséquences de façon ensuite optimiser nos modes opérationnels. Il n'est absolument pas question de ceci. Il s'agit d'une situation unique, d'une complexité qui dépasse infiniment nos possibilités d'analyse et de prédiction détaillées. Donc tout ce que nous pouvons faire, j'en suis persuadé, c'est que chacun dans notre propre sphère d'activité, dans notre propre milieu humain, nous essayons d'être un ferment de transformation dans la direction qui, au jugé intuitivement, par notre intuition, nous semble la plus indiquée, en commençant par les rapports humains avec nos proches, les membres de notre famille, nos enfants, notre femme, nos amis, également nos collègues de travail. Je pense que ça, c'est une première transformation qui a cet avantage, j'en suis persuadé, d'être communicatif, de se communiquer des uns aux autres. Parmi, disons, les transformations à effectuer précisément, il y a, je crois, le dépassement de l'attitude de compétitivité entre personnes, le dépassement de l'attitude du désir de domination des uns par rapport aux autres, qui engendre d'autre part des désirs de soumission à l'autorité. Je crois qu'on a là deux aspects de la même tendance. Et également, et peut-être surtout, l'établissement, disons, de la communication entre les personnes, qui est devenue extrêmement pauvre, je pense, dans notre civilisation. Assez récemment, j'ai fait un peu le bilan de ma propre vie et des relations humaines que j'ai eues, et j'ai été frappé de constater à quel point la véritable communication était pauvre. Par exemple, en milieu mathématique, eh bien, entre collègues, pratiquement, la conversation roule uniquement sur des sujets techniques concernant la mathématique. J'ai eu un certain nombre de relations amoureuses dans ma vie, comme sans doute la plupart d'entre vous, et là également, je me suis aperçu à quel point la communication véritable, la connaissance l'un de l'autre, était pauvre, et je suis tout à fait convaincu qu'il ne s'agit pas d'une particularité liée à ma personne, parce que je serais personnellement moins doué pour la communication que d'autres. En fait, je suis convaincu qu'il s'agit là d'un phénomène général dans notre culture, et effectivement, en parlant avec beaucoup d'autres personnes, je me suis aperçu de constatation tout à fait analogue. En fait, pour ma part, par exemple, j'ai pris cette décision générale, c'est que je n'attacherai plus, je ne poursuivrai plus de relations amoureuses, par exemple, avec une femme, que dans la mesure où elle me semblerait être un moyen pour établir une communication plus profonde. Si vous voulez, c'est juste un exemple particulier d'une façon dans laquelle chacun de nous peut, dans l'immédiat, transformer la façon dont il aborde les autres. Également, je peux vous dire que mes relations vis-à-vis de mes enfants ont changé, en ce sens que j'ai compris que dans beaucoup d'occasions, j'ai exercé sur eux une autorité assez arbitraire, disons dans les choses qui, en bonne conscience, en fait, étaient de leur propre ressort. Donc là, ce sont des choses qu'on peut modifier, et j'ai l'impression que ce type de modification, on peut se dire, en première vue, on se dit en quoi sont-elles liées, disons, aux problèmes globaux et de la survie. Eh bien, je suis convaincu, mais je ne peux pas le prouver, parce que rien d'important ne peut être prouvé. On peut simplement le ressentir, le deviner. Je suis convaincu qu'effectivement, ces changements dans les relations humaines vont être un facteur tout à fait déterminant, peut-être le plus important, dans les changements qui vont se faire d'un mode de civilisation vers un autre. Parce qu'encore une fois, il est maintenant devenu tout à fait clair pour moi que ces changements ne se feront pas par la vertu d'innovations techniques, de changements de structure, des changements véritablement profonds qui vont se faire. C'est un changement dans les mentalités, dans les relations humaines.
je voudrais revenir à la recherche scientifique. Vous parlez des déviations, en fait, de la recherche scientifique, et je suis en partie d'accord avec certains de vos diagnostics. Le fait que nous recherchons trop la gloire personnelle, l'asservissement à la mode, les prétentions abusives de certains scientifiques. Mais la question que je voudrais poser, ceci est-il inhérent à la science? J'entends par la science, la science, à mon avis, voudrait construire et modifier une nouvelle vision du monde. Ceci est-il inhérent à la science? Et quel but donneriez-vous à une autre pratique scientifique? Bien, quand on dit inhérent à la science, évidemment, inhérent à quelle science? Je pense que c'est inhérent à la science telle qu'elle est définie par la pratique des derniers siècles, telle qu'elle s'est développée depuis le début des sciences exactes. Je pense qu'elle est inhérente à la méthode même de ces sciences. Alors, parmi les traits distinctifs, je dirais donc, de cette pratique scientifique, il y a d'une part la séparation stricte de nos facultés rationnelles et des autres modes de connaissance. Donc la méfiance instinctive de tout ce qui est, disons, émotivité, tout ce qui est connaissance philosophique, religieuse, tout ce qui est considération éthique, tout ce qui est aussi ressenti sensoriel direct. En ce sens, nous avons plus confiance dans les indications d'une aiguille sur un cadran qu'en ce que nous ressentons immédiatement, directement. Je crois qu'une chose qui mesure très bien cette méfiance vis-à-vis du vécu immédiat, enfin, je pourrais citer bien des choses, mais une qui me semble particulièrement frappante, c'est le cas, disons, de parents qui vont voir avec leur enfant un médecin en lui disant, voilà notre enfant, nous sommes bien malheureux, il devient de plus en plus impossible en classe, il est kleptomane, il se bagarre avec tout le monde, chez nous il reste à bouder des journées entières, il fait pipi au lit, et j'en passe, disons. Et il pose la question, est-ce que notre enfant est malade? Alors, donc, on demande aux spécialistes, à la personne qui sait, de prononcer une formule rituelle, votre enfant est malade, ou votre enfant n'est pas malade. Dans le cas où votre enfant est malade, eh bien, à ce moment-là, on s'attend à ce qu'il prescrive un médicament, une méthode de traitement, quelque chose qui le fera venir dans l'autre cas, le cas votre enfant n'est pas malade, et un point ce sera tout. Mais si par hasard il dit votre enfant n'est pas malade, eh bien les parents, un peu consolés, s'en iront chez eux, ils auront l'impression qu'il n'y a pas de problème qui se pose réellement. Bon, c'est, je crois, une des façons d'illustrer cet état d'esprit dans la science, de vouloir, c'est ça, faire abstraction du vécu, et tout énoncé en termes de normes purement rationnelles qui s'expriment, disons, qui sont incarnées par des spécialistes. Alors nous en arrivons ici au deuxième point, au deuxième vice de méthode, qui est inhérent à la méthode scientifique, c'est l'attitude analytique, qui bien entendu, je sais bien que ça a été un besoin dans le développement de ce type de connaissances. Le fait de diviser chaque parcelle de réalité, chaque problème en des composantes simples pour mieux les résoudre. Et cette tendance à la spécialisation, comme on sait, est devenue de plus en plus grande. Chacun de nous maintenant ne saisit qu'une parcelle infime de la réalité, ce qui fait qu'en fait chacun de nous est parfaitement impuissant pour saisir, pour comprendre et pour prendre des options dans n'importe quelle question importante de sa vie ou de la vie de sa communauté ou de la vie du monde. Parce que n'importe quelle question importante a une infinité d'aspects différents. Son découpage en petites tranches de spécialité est parfaitement arbitraire. Et ce qu'un spécialiste tout seul ne peut pas faire, eh bien, un colloque de 100 spécialistes de spécialités différentes n'y arrivera pas non plus. En fait, finalement, de par sa propre logique interne, par l'évolution de la méthode analytique, on est arrivé à un point, je crois, où, indépendant de la question de crise écologique, on est arrivé à une crise de la connaissance. En ce sens, je crois que s'il n'y avait pas eu la crise écologique, d'ici 10 ou 20 ans,
on se serait tous aperçus qu'il y a une profonde crise de la connaissance, même au sens de la connaissance scientifique, en ce sens qu'on n'arrive plus à intégrer dans une image cohérente une vision du monde, puisque après tout, c'est à ça que nous voulons arriver, à une vision de la réalité qui nous permette d'interagir favorablement avec elle à partir de nos petites tranches de spécialité. Alors, c'est un deuxième aspect qui me semble être devenu néfaste. Il y a un troisième qui est lié à celui-ci, c'est que les spécialités s'ordonnent spontanément les unes par rapport aux autres, d'après des critères objectifs de subordination des unes aux autres, de telle façon que nous voyons apparaître une stratification de la société, en commençant, disons, par une stratification de la science, d'après des soi-disant critères objectifs de subordination des spécialités les unes aux autres. En ce sens, la science, dans sa pratique actuelle, telle qu'elle s'est développée depuis 300-400 ans, me semble le principal, support idéologique de la stratification de la société, avec toutes les aliénations que ça implique. Je crois que, en ce sens, la communauté scientifique est une sorte de microcosme qui reflète assez fidèlement les tendances à l'intérieur de la société globale. Alors, d'autre part, quatrième point, c'est la séparation, disons, dans la science entre connaissance et désir et besoin, c'est-à-dire la connaissance scientifique se développe d'après des critères, disons, d'après soi-disant une logique interne à la connaissance, d'après des critères soi-disant objectifs pour la poursuite de la connaissance, mais en fait, en s'éloignant de plus en plus de nos besoins et de nos désirs véritables. En fait, la chose la plus frappante à cet égard me semble l'état de stagnation relative dans lequel se trouve l'agriculture depuis 400 ans que les sciences exactes se développent, quand on en compare avec l'essor de branches comme la mathématique ou la physique ou la chimie, ou plus récemment la biologie. En fait, l'agriculture, après tout, c'est la base de nos sociétés dites civilisées depuis 10 000 ans. C'est véritablement l'activité de base de la société. C'est de là que nous tirons l'essentiel des ressources pour satisfaire à nos besoins matériels. On aurait pu penser qu'avec le développement d'une méthode de connaissance nouvelle, on les appliquerait en priorité à l'agriculture pour nous permettre de nous libérer, dans une certaine mesure, de cette obligation d'un travail démesuré pour arriver à satisfaire à nos besoins élémentaires. Eh bien, il n'en a rien été. Encore actuellement, je crois que pour la plupart d'entre nous, l'agriculture, on ne la considère même pas comme une science. Ça semblerait indigne pour un esprit brillant de s'occuper d'agriculture. Or, je pense précisément que dans une pratique scientifique nouvelle, eh bien, la première chose à se demander, c'est à quoi peut servir le contenu de la science que nous développons. Et je pense que parmi les thèmes les plus importants qui seront étudiés par une science nouvelle, il y aura précisément le développement de techniques agricoles nouvelles, beaucoup plus efficientes et surtout beaucoup plus viables à longue échéance que les techniques qui ont été utilisées jusque maintenant. Alors là, il y a quelques critiques de la pratique scientifique actuelle et je suis convaincu, d'après ce que j'ai entendu dire jusque maintenant, de certaines tentatives dans un sens novateur, qu'on peut surmonter ces limitations de la science actuelle, qu'on peut donc développer une science qui soit directement et constamment subordonnée à nos besoins et nos désirs, dans laquelle il n'y ait plus de séparation arbitraire entre l'activité scientifique, disons, et l'ensemble de nos modes de connaissance, où il n'y aurait plus de séparation arbitraire entre la science et notre vie, mais du même coup aussi, les relations humaines qui sont promues par l'activité scientifique changeraient du tout au tout,
la science ne serait plus la propriété d'une caste scientifique, la science, ce serait la science de tous. Elle se ferait non pas dans des laboratoires par certaines personnes hautement considérées à l'exclusion de l'immense majorité de la population, elle se ferait sur les champs, dans les jardins, au chevet des malades, par tous ceux qui participent à la production de la société, c'est-à-dire à la satisfaction de nos besoins véritables, c'est-à-dire en fait par tout le monde. Donc, la science devient véritablement la science de tous. En fait, pour les nouveaux alchimistes, ce groupe auquel j'ai fait allusion, c'était même une nécessité du point de vue technique, parce que leur intention, leur thème de départ, c'était de développer des biotechnologies qui permettent, avec des moyens extrêmement rudimentaires, ne faisant pas appel aux moyens de l'hyperstructure industrielle technologique, de créer des écosystèmes artificiels très productifs en nourriture, en suppliant aux moyens technologiques au sens ordinaire, par exemple l'introduction d'une source continue d'énergie par l'électricité, disons, ou l'approvisionnement en aliments par les industries chimiques, par les engrais ou par des aliments qu'on donnerait au bétail ou aux poissons, en suppliant donc à ces moyens par une connaissance sophistiquée et globale des phénomènes naturels à l'intérieur de ces écosystèmes artificiels. Alors, pour ce faire, ils se sont convaincus qu'il n'était pas pensable de le faire à l'intérieur des structures académiques existantes, en fait que ce n'était pas possible de le faire à l'intérieur même de laboratoires fermés, qu'on ne pouvait le faire que sur le terrain, parce qu'il fallait tenir compte dans le développement de ces techniques de facteurs subtils écologiques qui varient énormément d'un microsystème écologique à un autre, dont il y a des milliers et des dizaines de milliers dans un pays tel que les États-Unis où ils poursuivent leurs activités. Donc, pour arriver à développer ces méthodes, c'est sur le terrain qu'il faut les développer et que tous doivent s'y associer virtuellement. Donc, les nouveaux alchimistes sont en relation, en fait, avec des millions d'Américains intéressés à l'agrobiologie, à organic gardening and farming, donc ils appellent ça l'agriculture et le jardinage organique, par l'intermédiaire d'un magazine américain, The Organic Gardening and Farming Magazine. Et parmi ceux-ci, il y a déjà eu des milliers de petites gens, de petits paysans, de petits jardiniers qui leur ont écrit pour s'associer à leurs recherches concernant le développement de tels écosystèmes. Donc actuellement, il ne s'agit pas simplement d'idées dans l'air, mais il s'agit de choses qui sont en train d'être faites dans un pays aussi radicalement opposé à ce genre d'esprit que les États-Unis. Mais encore une fois, par des détails pratiques, par des détails concrets dont m'a parlé John Todd, un des fondateurs des Nouveaux Alchimistes, il n'est absolument pas possible de promouvoir ce genre de recherche à l'intérieur des structures académiques existantes. Ils ont essayé, mais c'est impossible. Le fait que 99,9% de la population n'a pas accès à la science. Néanmoins, il faut remarquer qu'elle a un respect plus grand de la science que vous, et c'est basé sur un fait qui n'est pas simplement dû à son ignorance. Par exemple, on peut se poser la question, combien de gens dans cette salle doivent la vie au fait qu'il y a eu cette science que vous décriez, qui a eu des retombées en médecine, par exemple, qui n'était pas l'acupuncture, qui n'était pas la remontée des matrices, mais qui était simplement la pénicilline, qui était un certain nombre de choses décisives qui ont fait que la population du globe elle a augmenté. Un certain nombre d'entre nous, nous vivons, votre groupe s'appelle Vivre, nous vivons parce qu'il y a eu cette science maudite. Il est vrai que nous risquons la destruction et qu'il est naturel qu'il y ait une réflexion sur ce qu'est la science aujourd'hui entre les mains de types qui semblent surgir du fond des âges parce que ce sont des barbares qui sont prêts à l'utiliser pour détruire l'humanité, c'est vrai. Mais une partie de cette réflexion, je trouve, chez vous, elle est détruite par l'espèce de nihilisme absolu, de négation absolue que vous professez à l'égard de la science. Et dans votre exposé, j'ai relevé un certain nombre d'affirmations péremptoires qui enlèvent une partie du poids à votre position. Vous avez émis le doute qui vous a été... Il est basé sur des relations que vous avez avec certains champs du ciel, que la recherche que nous pouvons faire, nous, par exemple, le fait que nous pensons qu'elle n'a pas d'application militaire, c'est quelque chose que l'on peut parfaitement mettre en doute.
On doit être peut-être tous complètement idiots, mais je ne crois pas. Vraiment, s'il y a des collègues, vraiment, je ne crois pas qu'ils prendraient le moindre risque à venir nous dire, mais en quoi est-ce que ce que nous faisons risque d'avoir des applications militaires? Et ça me fait venir à quelque chose qui me paraît essentiel. Vous avez posé la question, à quoi servent les maths? Il faut continuer. À quoi sert la musique? À quoi servent un certain nombre d'activités que les gens font simplement pour leur plaisir? Enfin, quelle est votre conception de l'homme? Il est vrai qu'un certain nombre de gens ont des activités auxquelles la masse n'a pas accès, mais je ne pense pas que c'est qu'en décidant que M. Einstein, il ne doit pas faire de la recherche, ou M. Évariste Galois ne doit pas faire de la recherche, que vous arriverez à enrichir, à rendre plus riche la vie des gens qui ne sont ni Galois ni Einstein. Il y a des problèmes qui sont posés pour les gens qui ne sont ni Galois ni Einstein et qui sont dans des grandes institutions dans lesquelles l'organisation de la recherche de façon industrielle, ça pose des problèmes considérables, des angoisses considérables. Mais je trouve qu'avec votre façon de rejeter totalement la science, vous rejoignez Planète, vous rejoignez un certain nombre de... Vous voyez à quoi je pense, hein? Vous rejoignez un certain nombre d'obscurantistes. Je m'excuse. Bon, il faudrait pouvoir... comme je vous reçois dans l'estomac pour la première fois, hein, je ne peux pas critiquer vos positions, mais il y a beaucoup de choses chez vous qui mériteraient un débat. C'est ça. Si vous me permettez, je vais dire quelques mots à propos de votre intervention. Donc, vous me reprochez un nihilisme anti-science. En fait, c'est vrai que dans la mesure où par science, on entend l'activité scientifique telle qu'elle est exercée actuellement, je suis arrivé à la conclusion que par beaucoup de points, c'est une principale force négative dans la société actuelle. C'était sans doute pas le cas il y a 200 ans et peut-être même pas le cas il y a 100 ans. Actuellement, je crois que la situation a beaucoup changé. Mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que l'activité scientifique actuelle, elle est susceptible de se modifier très très profondément. Je pense que ceci ne se fera pas sans que la plupart des secteurs d'activité scientifique actuelle dépérissent purement et simplement. Je suis tout à fait convaincu que, disons, les recherches actuelles où on se met à cataloguer des particules élémentaires correspondant à tel et tel opérateurs dans l'espace d'Hilbert, ou les recherches mathématiques dans lesquelles j'ai été impliqué jusque maintenant, que je suis persuadé que ces choses-là vont dépérir, non pas par un décret autoritaire de moi ou de personne, mais simplement que par le fait suivant, c'est que lorsque les structures actuelles de la société vont s'écrouler, lorsque le fonctionnement ne marchera plus parce que la société industrielle, par son fonctionnement normal même, ces mécanismes sont autodestructeurs, ils détruisent l'environnement, et heureusement pour nous, je dirais, de telle façon qu'ils ne peuvent pas continuer à fonctionner indéfiniment. Ils mettent en marche des processus irréversibles. Eh bien, il y aura écroulement de nos modes de vie actuels, et il se trouvera que lorsque nos cités, par exemple, s'écrouleront, lorsque personne ne payera plus les salaires qui nous permettront, grâce à une activité scientifique ésotérique, d'aller ensuite d'aller acheter les provisions dont nous avons besoin dans les magasins, d'acheter des habits, de payer nos loyers, etc. Et alors même que nous aurions l'argent, cet argent ne nous servirait à rien parce que la nourriture, il nous faudra l'arracher de la terre par nos propres moyens parce qu'il n'y aura plus assez. Eh bien, à ce moment-là, les motivations même pour étudier les particules élémentaires disparaîtront entièrement. À supposer même et à supposer même qu'il y ait des gens, parce que moi-même j'étais assez fanatique, si on peut dire, de la recherche, j'étais vraiment très très empoigné, il y a des nobles passions, disons, mais à supposer même qu'il en reste des physiciens qui, malgré, disons, une pression extrêmement forte des nécessités matérielles pour la survie, qui rêveraient de continuer la recherche, il ne faut pas oublier quand même qu'un accélérateur de particules, c'est quelque chose que nous ne fabriquons pas avec quelques morceaux de bois, c'est quelque chose qui implique un effort social considérable
Et je doute fort que les autres soient disposés à distraire des activités véritablement nécessaires pour établir un monde viable et vivable, digne d'être vécu, qu'ils soient encore disposés à fournir un effort considérable pour rebâtir des accélérateurs à particules et des choses analogues. En tout cas, je crois que pour les accélérateurs et autres engins de ce genre, je crois que le large public n'a jamais été consulté. D'ailleurs, j'ajoute que s'il avait été, probablement, il aurait été de telle façon qu'il aurait dit Amen. Mais je pense qu'après les leçons que chacun de nous qui survivra pourra tirer des événements qui accompagnent l'écroulement de la société industrielle, je pense que les mentalités auront très profondément changé. Pour cette raison, je crois que ce ne sera pas parce qu'un tel ou un tel aura décidé par autorité, même que nous ne ferons plus de recherche scientifique à partir d'aujourd'hui, que la recherche scientifique cessera. Elle cessera simplement comme quelque chose qui, d'après un consensus général, sera devenu entièrement inintéressant. On n'aura plus envie, simplement, j'en suis persuadé, d'en faire. Ça ne signifie pas qu'on n'aura plus envie de faire de la recherche tout court. La recherche, disons, nos activités créatrices, se dirigeront dans des directions tout à fait différentes. Et je pense, par exemple, que les gens de recherche qui sont en train de poursuivre les nouveaux alchimistes, avec donc des milliers de gens, de petites gens qui n'ont pas de formation universitaire, ce sont des choses fascinantes et qui mettront en jeu la créativité de chacun de nous de façon aussi profonde et peut-être plus satisfaisante qu'actuellement les travaux ultra spécialisés en laboratoire. En somme, je crois que l'effort que nous devrions essayer de faire, c'est le suivant. Nous avons été élevés dans une certaine culture ambiante, dans un certain système de référence. Et pour beaucoup d'entre nous, d'après des conditionnements reçus dès l'école primaire, en fait, nous considérons que la société telle que nous la connaissons, c'est l'aboutissement ultime de l'évolution, c'est le nec plus ultra. Enfin, c'est en tout cas le cas, je crois, pour une majorité de scientifiques. Mais nous oublions que des civilisations, il y en a eu des centaines et des milliers, des cultures différentes. Elles sont nées, elles ont vécu, elles ont fleuri et elles se sont éteintes. Et notre civilisation, ou la civilisation, parce que je ne la considère plus comme la mienne, la civilisation industrielle, n'y fera pas exception. Mais une chose qui va au-delà de cette remarque, à mon sens, c'est de réaliser qu'il s'agit d'un processus qui est vraiment devant nous, dans lequel nous sommes déjà engagés maintenant. En fait, la crise écologique, la crise de civilisation, ce n'est pas quelque chose pour dans 10 ans ou dans 20 ans. Nous sommes en plein dedans. Et je crois qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'en aperçoivent. Et en fait, c'est une chose qui, tout au cours de ces tout derniers mois et de ces toutes dernières semaines, me frappe de plus en plus. À quel point les gens, parfois dont on s'y attendrait le moins, commencent à sentir, on gratte un tout petit peu en dessous des choses superficielles qu'ils disent, on s'aperçoit qu'il y a un véritable désarroi concernant, disons, le sens global de la culture ambiante. Alors, voici donc concernant l'accusation de nihilisme, donc il y a du vrai dedans, si on applique à une certaine activité scientifique. Alors, j'ai oublié un petit peu quelles autres objections vous faisiez. On doit la vie à la science. Je crois qu'il y a des choses utiles à dire à ce sujet, oui. C'est ça. D'une part, il y a beaucoup de choses, je crois, à dire à ce sujet. À supposer que certains ici doivent la vie à la science, on peut dire qu'il y a des centaines de milliers de gens aux États-Unis, pas aux États-Unis, je m'excuse, mais au Vietnam, qui doivent également leur mort, et leur mort sous des conditions atroces, à la même science. On peut dire... Alors là, effectivement, c'était l'argument un peu facile, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, eh bien, c'est la science qui a été mal employée,
Et le seul problème, c'est que, bon, on fasse toujours la même espèce de science, et que maintenant, il faut la mettre entre les mains de gens qui vont l'employer bien. Alors, et on nous dira, par exemple, eh bien, la médecine, les recherches biologiques, etc., c'est le type de science qui est utilisé surtout de façon bénéfique. Alors là encore, il y a une façon facile d'y répondre en disant, eh bien, les mêmes genres de recherche fondamentale en biologie qui, par un travail de engineering, va par exemple être utilisé pour développer des vaccins, disons, anti-poliomyélite ou contre d'autres maladies, ce même genre de recherche fondamentale, par d'autres travaux de engineering, va être appliqué pour produire des souches de microbes très pathogènes, très résistants à tous les agents antibiotiques et qui sont utilisés pour la guerre bactériologique. Donc finalement, la recherche n'a pas d'odeur et quelles que soient les intentions de celui qui promeut un certain type de recherche, en tout cas le type de recherche qui est actuellement promu à l'intérieur de notre science traditionnelle, eh bien l'expérience semble montrer qu'elle est toujours détournable et toujours détournée. Alors, si vous voulez, comme j'ai donné l'exemple ici de la guerre bactériologique, disons, les deux exemples étaient un peu du même type en ce sens qu'on peut la considérer comme liée à un accident, à savoir l'existence d'appareils militaires, l'existence de nations antagonistes. On se dira, bon, supposons que ces difficultés soient éliminées, que les rêves des citoyens du monde, disons, soient réalisés, qu'il y ait un gouvernement mondial, ou bien supposons que les États-Unis ou la Russie au choix, ou la Chine, aient bouffé l'ensemble de la planète, qu'il n'y ait plus qu'un seul pays, ou supposons que la planète soit plus petite qu'elle n'est et qu'elle ne soit constituée que par les États-Unis, ou bien supposons que les États-Unis, par une politique isolationniste extrême, arrivent à vivre en vase clos et regardons ce qui se passe aux États-Unis. Eh bien, je prétends qu'en fait, les problèmes sont plus profonds que ça, que les problèmes essentiels se posent encore dès lors même qu'il n'y aurait plus de problème militaire. Alors prenons par exemple les antibiotiques dont vous avez parlé précisément puisqu'elles sauvent effectivement des vies humaines. Mais que voyons-nous pour l'usage des antibiotiques? Nous voyons que lorsque nous avons le moindre rhume, n'importe quelle affection, quelle qu'elle soit, nous allons au médecin et qu'est-ce qu'il nous prescrit? Il nous prescrit des antibiotiques. En fait, une simple fatigue, très souvent, c'est des antibiotiques qu'il nous prescrit. Il semble être pris dans sous une certaine pression sociale, à savoir son client attend de lui qu'il prescrive à chaque fois le remède qui est susceptible le plus rapidement possible, donc le plus efficacement possible, d'apporter une amélioration, ceci prend sans préjudice de ce qui va se passer à longue échéance. Or, n'importe quel biologiste vous dira, il n'a pas besoin d'être un grand génie pour ça, et même moi je le sais bien que je ne sois pas biologiste, que le fait d'utiliser à titre routinier les antibiotiques est une véritable contresens. Parce que par cette pratique-là, en fait, nous contribuons à la formation de souches de microbes dans notre organisme qui vont être résistants précisément aux antibiotiques que nous prenons. De telle façon que dans les cas véritablement graves, où une intervention urgente par antibiotique serait susceptible de nous sauver la vie, eh bien nous risquons de rester sur le carreau. Alors maintenant, nous sommes dans une situation où il est malaisé d'évaluer les bénéfices ou les avantages qu'il y a eu dans l'emploi des antibiotiques, qu'est-ce qu'il emporte sur l'autre? Est-ce que les dizaines de milliers de vies qui ont été sauvées par l'emploi d'antibiotiques, est-ce que ça pèse plus lourd dans la balance, disons, que des millions d'organismes qui ont été affaiblis dans leur résistance naturelle aux agents microbiens par l'usage inconsidéré des antibiotiques? Alors, je ne trancherai pas ce problème, mais je dirais simplement qu'ici, la question n'est pas une question technologique, ce n'est pas une question de connaissance, parce qu'il est bien clair que les biologistes ont les connaissances nécessaires pour décider dès maintenant que l'usage qu'on fait cliniquement, pratiquement, dans la pratique de tous les jours des médecins, elle est insensée. C'est une question de mode de vie, c'est une question de civilisation. Et en fait, je ne dirais pas qu'il faut nécessairement, dans une société idéale, future, qu'il faudrait bannir les antibiotiques. En fait, les antibiotiques, ce sont des champignons qui peuvent être produits avec des moyens extrêmement rudimentaires, sans utiliser des grandes hyperstructures de l'industrie lourde. Donc, on peut fort bien utiliser des antibiotiques dans une société très décentralisée dans laquelle des communes de quelques centaines ou quelques milliers d'habitants vivraient dans une autarcie relative. Donc, les antibiotiques, il est tout à fait possible, il est même probable, qu'ils vont continuer à être utilisés dans des sociétés post-industrielles, dans certaines du moins,
Bon, donc, ce n'est pas parce qu'elle a été produite dans notre culture scientifique occidentale actuelle qu'il faudrait mettre un interdit général contre ce genre de procédé. Je crois qu'il y a lieu de juger sur pièce, et je crois que ce n'est pas un travail théorique à faire maintenant, à savoir de séparer le bon grain de l'ivraie dans l'ensemble des connaissances scientifiques et des techniques actuellement disponibles. C'est, je crois, un travail qui se fera au jour le jour, suivant les nécessités de l'heure, c'est-à-dire c'est un travail qui ne se fera pas par quelques spécialistes, par exemple par quelques biologistes, médecins, psychiatres, physiciens, etc. Elle se fera par tout le monde au fur et à mesure des besoins. On verra bien de quoi on a besoin dans le grand amas de connaissances scientifiques dont je suis convaincu la plus grande partie est parfaitement inutilisable et va dépérir complètement. D'informations secrètes à ce sujet, c'est ça. Je ne prétendais pas parler, disons, de relations réelles, officielles ou occultes entre le CERN et des appareils militaires. Je n'ai pas connaissance de telles choses. Ce que je voulais dire, c'est l'image, je crois, que le CERN a, que le nom du CERN a sur, je crois, une large partie du public cultivé, par exemple, enfin plus ou moins cultivé, disons, par exemple moi-même. Parce que le nom, le Centre européen de recherche nucléaire, le fait qu'il soit comme ça un organisme inter-européen, donc qui groupe un certain nombre de pays, qui soit, disons, le prestige même, disons, qui est attaché à lui et que vous ne nierez sans doute pas, eh bien, également le fait qu'il s'agisse de recherches concernant tout au moins l'atome, même si ce n'est pas des recherches nucléaires, bien, et ceci lié, disons, au souci grandissant, à la préoccupation grandissante dans le public vis-à-vis précisément de l'atome, y compris de l'atome pacifique, tout ceci crée une certaine résonance concernant le CERN qu'on ne peut pas nier. Elle ne repose peut-être pas sur des faits objectifs. À cela près qu'en ce qui me concerne, de toute façon, le genre de recherche, le genre de pratique scientifique qui est poursuivi dans le CERN, comme pratiquement dans n'importe quelle autre institution scientifique actuelle, mais encore plus à cause, malgré tout, des connotations de la recherche atomique, des connotations générales de la recherche atomique avec des périls à notre survie, eh bien, ceci a comme effet, de créer une gêne, je crois, chez beaucoup et chez moi en particulier. Il est mort, le pauvre. You pointed out a lot of things which are bad, and I fully agree, and they should be changed. The question is, what is the connection with science? You pointed out a lot of scientists are greedy, they look for honor, they are hierarchical and all that. They're in a stratification. The question is it actually different among artists, among farmers, among statesmen, among okay. Second question, very similar, is, you pointed out very many things are bad about the human side. People commit suicide, they're driven to suicide, they have nervous breakdowns. The question here again is that different among statesmen, businessmen, etc., and the science responsible for these bad things? Is it really science which makes people greedy, which makes people make suicides? And, or more specifically, do you think, just one example, there have been poets who have written very beautiful things and have had no communication with their wives, for example. Do you again think it's really science which makes a communication breakdown? I think it's more in the nature of human beings, and it is bad, we have to fight against it, but it's nothing to do with science. And finally, the question about wars, about Vietnam. I think we all agree it's a tragedy, but is really science responsible for it? 3,000 years ago, do you think it was fundamentally different? Thank you. Yeah, I agree with you that many features I've said about science. Pardon, je dois parler en français. C'est ça.
je suis tout à fait d'accord avec vous que la plupart des aspects que j'ai nommés pour la pratique scientifique, un certain nombre tout au moins, ne sont pas spécifiques de la recherche scientifique. Je ne pense pas nécessairement qu'il y ait plus de suicides, disons, parmi les mathématiciens que dans beaucoup d'autres professions. Simplement, pourquoi est-ce que j'en ai parlé? C'est parce qu'on parle le mieux, malgré tout, du milieu que l'on connaît, on parle de première main, et parce que finalement, il y a un certain mythe qui veut que les choses soient mieux dans la communauté scientifique, qui veut par exemple que l'activité scientifique soit nécessairement source de satisfaction, source de plaisir, de joie, alors que dans un certain nombre de cas, on peut montrer que c'est précisément l'activité scientifique qui est source de contraintes, qui est source de répression, de drame. Je connais d'autres cas, disons, moins extrêmes que celui-là, de ma pratique personnelle. Donc, c'est pour aller à l'encontre de certains mythes que j'ai parlé de ces cas-là, mais autrement, je suis tout à fait d'accord avec votre objection. Donc, finalement, je crois qu'il y a un malentendu, ce n'est pas vraiment une différence de vision importante. Mais quelle était votre dernière question? Oh, the question was again about good and bad of science. I made one example, said Vietnam, could Vietnam not have happened 3,000 years ago, or with the Romans when they did some job somewhere? The second question, let me just put that in addition. You could say the same thing about philosophy and religion. Lots of philosophies and religions, besides having done very good things, have also done very catastrophic things. Think of maybe the Third Reich and so on. Je l'avais dit dès le début, que je ne pense pas que la science soit la seule cause de la situation assez catastrophique dans laquelle nous nous trouvons. J'avais dit dès le début que c'est une des causes, en tout cas si cette cause n'existait pas, les problèmes, disons, la survie de l'humanité ne se poserait pas actuellement. Elle se poserait peut-être dans quelques siècles, mais elle ne se poserait pas à l'heure actuelle. Alors, bien entendu, des guerres comme celle du Vietnam pourraient fort bien avoir lieu et ont eu lieu, disons, sans que la science et le développement actuel. Ce qui est frappant, je crois, pour un scientifique, c'est de constater à quel point les techniques scientifiques les plus modernes trouvent leur application dans cette guerre du Vietnam. J'ai été au Vietnam du Nord moi-même, par exemple, et j'ai pu discuter sur place avec les intéressés sur les différents perfectionnements des bombes à billes, par exemple, qui éclatent pour qu'elles puissent mieux frapper les populations civiles, qui éclatent en l'air avant même de toucher le sol, pour qu'elles puissent pénétrer, pour que les billes qui font comme ça un mouvement de spin très rapide, pour mieux déchiqueter les chairs, pour que ces billes puissent pénétrer à l'intérieur des abris anti-aériens qui sont creusés un peu partout le long des rues et le long des routes, pour peu qu'on n'ait pas pris soin de les fermer. En fait, malgré les consignes, la plupart des Algériens, comme ils ont envie de voir ce qui se passe, ne ferment pas les trous. Alors, dans le cas où les bombes explosent, ceci rend ces abris à peu près illusoires. Le fait aussi, par exemple, qu'on ait développé des bombes à billes où les billes de métal sont remplacées par des billes en plastique, de telle façon que la détection de ces billes par les moyens de radiographie deviennent impossibles. Donc il faut développer des techniques nouvelles pour arriver à extraire ces billes de chair déchiquetée. Le simple fait d'ailleurs que la technologie militaire au Vietnam soit plus orientée vers une mutilation de la population que pour la tuer directement, parce qu'une personne qui est mutilée demande des soins de beaucoup d'autres gens pour la maintenir en vie, pour la soigner, alors qu'une personne tuée en demande très peu. Donc c'est un certain nombre d'aspects assez atroces de la technologie liés véritablement à une recherche à l'état actuel de la science. En fait, il y a une chose dont je ne me rendais pas compte au moment où j'ai commencé à réfléchir sur ces questions, c'est que pratiquement toutes les grandes firmes commerciales, américaines tout au moins, c'est vrai dans une moindre mesure pour les firmes françaises, je ne sais pas ce qu'il en est pour les firmes suisses, sont directement impliquées dans les fabrications d'armements. En fait, lorsque j'ai quitté l'Institut à cause de la présence de 5% de l'Institut où je travaillais, à cause de la présence de 5% du budget qui était d'origine militaire,
À ce moment-là, je ne voyais rien à redire au fait que la plupart des fonds provenaient de firmes telles que Esso, Saint-Gobain et autres. Mais depuis lors, j'ai découvert que ces firmes sont très directement impliquées également dans ces fabrications d'armement. Elles ont toutes d'importants contrats avec l'armée. De telle façon que finalement, il devient impossible de distinguer entre la recherche militaire, disons, et la recherche tout court, et même entre, disons, les firmes d'usage courant et les firmes liées à la prolifération des appareils militaires. Finalement, j'ai fini par m'apercevoir que tout était inextricablement lié. Au fait, je m'aperçois qu'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu concernant, qui était liée peut-être à Galois, c'était l'affirmation qu'il était bon de poursuivre la recherche scientifique pour elle-même, en tant que, disons, pour le plaisir de la connaissance pour elle-même, au même titre qu'on poursuit une activité artistique. Alors là, il y a peut-être une ou deux choses à dire. Une première chose, c'est que pour arriver à apprécier le genre de mathématiques pour arriver à comprendre et apprécier le genre de mathématiques que j'ai fait, par exemple, il y a 3 ans encore, eh bien, il faut quelque chose, à supposer même qu'on court-circuite les canaux habituels dans l'enseignement, qu'on aille directement au fait, à l'essentiel. Il faut compter quelque chose comme une formation de 5 à 10 ans spécialisée de mathématiciens. Or, il est bien clair que une telle formation sera, dans l'état actuel des choses, l'apanage d'une infime minorité de la population. Donc, il est tout à fait naturel. D'autre part, le genre de choses que je faisais, des centaines d'autres mathématiciens faisaient des choses tout aussi ésotériques dans leur coin, de telle façon que finalement, ceux qui arrivent à comprendre le genre de choses que je faisais, il y a 3 ans, il y avait peut-être au monde, que sais-je, peut-être 5, 10, 15, 20 personnes, quelque chose dans ce goût-là, c'est ça, pour comprendre, apprécier une chose à laquelle je me livrais intensément depuis quelques années. Alors, la différence est très très grande avec, disons, l'importance que peut avoir du point de vue artistique, disons, de l'activité mathématique est très différente de l'importance que peut avoir, par exemple, la musique. Parce que la musique, pour la ressentir, nous n'avons pas besoin d'une longue formation. En fait, nous n'avons même pas besoin d'être encore nés, parce que même un embryon dans le ventre de sa mère réagit déjà aux stimulus musicaux. Je crois que pas mal de personnes ont dû faire l'expérience. En tout cas, je l'ai faite avec ma femme l'a faite, et c'est que lorsque il y avait une musique de jazz, alors qu'elle était enceinte depuis 5 ou 6 mois, eh bien, les bébés dansaient dans son ventre. Alors, bien entendu, quand je parle d'art ici, je parle de l'art élémentaire, de l'art que nous pouvons apprécier et même que nous pouvons faire chacun de nous, de la musique, du dessin, de la poterie, des choses comme ça, qui demandent une formation relativement minime. Mais il est vrai qu'également dans les arts, comme dans les sciences, comme dans pratiquement toute activité humaine, également, disons, dans l'activité physique, dans les sports, finalement, l'aspect de compétition prend de plus en plus d'importance, qu'actuellement, quand on dit art, le réflexe chez presque tous de penser à des gens comme Rubinstein, ou bien comme Gieseking, ou comme Heifetz, ou bien comme Picasso, etc., c'est-à-dire de penser immédiatement aux grands virtuoses de l'art, ceux qui sont arrivés à une position de prestige extraordinaire. L'art, finalement, ça devient une sorte d'apanage d'un tout petit nombre de gens qui font de l'art pour nous par procuration, parce que l'art, il n'est absolument plus question que chacun de nous soit capable d'en faire dans sa propre vie et d'en faire de sa propre vie. Or, je pense que ça c'est encore une des choses peut-être qu'on pourrait dire à propos de la question de ce qu'on entend par une vie qui vaut la peine d'être vécue, bien c'est une vie précisément qui contienne sa part de créativité, y compris sa part de créativité artistique. Et je crois qu'il est beaucoup plus important que chacun de nous soit capable d'être artiste dans son propre domaine et à son propre niveau, à produire de la musique, à en exécuter, disons, sur un harmonica, sur un piano, sur une guitare,
et en retirer du plaisir direct, ce plaisir, je crois, sera infiniment plus profond que le plaisir qu'il pourra avoir à écouter un disque de Heifetz ou de Giese King. Il est d'une autre nature, en tout cas, il se place à un autre niveau. Peut-être que l'un n'empêche pas l'autre, ce n'est d'ailleurs pas clair. J'ai l'impression que finalement le genre de mentalité qui règne parmi les grandes virtuoses, qui les fait exécuter par exemple 5 heures de gamme par jour, jour pour jour, de telle façon à finalement tuer une grande partie de la joie qu'ils ressentent à faire de la musique, et ceci est nécessaire pour arriver à tenir le coup dans la compétition très très forte qui s'exerce entre virtuoses. Je crois qu'elle est à peu près du même type que le genre de compétition, parfois même inconsciente, qu'il y a entre scientifiques, qui fait que des gens comme que je connais, y compris moi-même, parfois passent 15 heures de leur journée, jour pour jour, pendant longtemps, à essayer de développer des théorèmes mathématiques de plus en plus sophistiqués, de plus en plus ésotériques. Et j'ai l'impression que ce type de mentalité est une mentalité qui va disparaître dans les générations qui viennent. Entre vous et donc la science, oui, entre vous et la science d'une part, entre vous et les humains qui vous entourent. Et vous avez constaté qu'il y a en quelque sorte, notre monde est un monde où il n'y a pas de dialogue. En tout cas, il y a un triste monologue sous des apparences un peu spéculatives, et que si on voulait réellement, disons, charcuter dans chacun de nous, vous dites, essayez, vous verrez quel est votre drame. En fait, vous nous appelez à prendre conscience de ce monde. Bon, admettons que nous prenons conscience de ce monde comme vous. Je vous pose la question suivante. Pensez-vous qu'il y a quelque chose de beaucoup plus, quel que soit le mode de la civilisation, et qui est propre à l'homme, c'est cette liberté qui est troublante de se poser des questions à sa façon. De se poser la liberté, pourquoi, par exemple, les planètes tournent de cette façon autour du Soleil, pourquoi le Soleil s'est levé pour les gens d'un côté et pas de l'autre côté, pourquoi les grains poussent, pourquoi nous sommes malades, pourquoi nous sommes malheureux, pourquoi nous prenons la conscience de ce qui ne va pas. Donc cette grande liberté me paraît un tout petit peu aussi être condamnée vis-à-vis de la science quand nous la prendrons, parce qu'en fait, nous avons aussi cette liberté de dire la science est un malheur. Vous pensez que en nous faisant prendre cette conscience que la science, telle qu'elle est actuellement, est mauvaise, vous supprimerez à l'avenir, n'est-ce pas, toute liberté aux autres, peut-être un jour qu'ils se reposeront, peut-être la science est bonne. Donc voyez-vous, cet aléa, en quelque sorte comme un pendule, l'homme est à la fois cohabité par l'ange et le démon. Vous voudriez simplement, n'est-ce pas, qu'il soit habité par l'ange, j'en serais ravi. Mais l'histoire humaine a montré souvent, n'est-ce pas, qu'il oscille, n'est-ce pas, du mauvais et du bien. Cette dualité était propre de l'homme et de sa destinée. Je vous prévoyais peut-être que le pendule ira cette fois-ci de bon côté, j'espère avec vous, mais je ne sais pas si ce pendule sera arrêté dans l'avenir à cette position. Voilà. Oui, justement. Elle est très obscure. Essaye d'être résumée. Une des questions, c'était de savoir si, en tournant le dos à la science telle qu'elle se fait actuellement, donc en éventuellement prenant la liberté aux gens de se poser le genre de questions que se pose la science actuelle, on ne va pas supprimer en même temps la liberté ou une partie appréciable de la liberté. Est-ce que ce n'est pas une de vos questions? Si l'homme ne reviendra pas de nouveau après une période de nirvana sans la science, de revenir parce qu'il est cohabité à la fois par le démon, de revenir de nouveau
à la mauvaise science. Oui. C'est cette question de liberté, n'est-ce pas, qui est propre à l'homme, c'est-à-dire de choisir malheureusement son malheur et son bonheur. C'est ça. Je voudrais dire à ce propos, primo, que moi-même ou bien mes amis dans Survivre et Vivre, on ne recommande aucunement de prendre des mesures coercitives qui empêcheront qui que ce soit de faire de la science. La question n'est pas là. Si je dis que je prévois que la science telle qu'elle est pratiquée actuellement va dépérir, que par exemple je prévois que la mathématique tout entière, à très 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 peu de choses près, va disparaître dans les générations qui viennent, je pense qu'il s'agira d'un dépérissement tout naturel, parce que les gens ne se sentiront plus incités à en faire. Alors, on peut dire, par exemple, je peux donner un parallèle beaucoup plus petit, bien entendu, de ce qui s'est passé, paraît-il, dans les... je ne sais pas si mes souvenirs historiques sont exacts, je crois que c'était dans les premiers siècles de notre ère, où la science des sections hyperplanes, des sections coniques et des faisceaux de coniques, des choses dans ce goût-là, des familles de coniques, est arrivée à un degré de complexité de floraison tel que les mathématiciens de cette époque pensaient que c'était la fin de la mathématique, parce que de toute façon, en allant au-delà de ce point, il serait impossible, c'est ça, les choses deviendraient d'une complexité telle qu'il serait impossible à l'esprit humain de se reconnaître. Or, ce qui est arrivé, c'est que purement et simplement, on a laissé tomber complètement ce genre de spéculation, et la mathématique a continué dans des voies entièrement différentes, et on s'aperçoit bien que la mathématique, elle n'a pas cessé de produire du neuf jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans le même sens, je pense que une direction de recherche beaucoup plus grosse, bien entendu celle qui s'est développée depuis 400 ans, disons, dans un certain esprit, va dépérir de la même façon, et que l'esprit humain prendra des avenues très très différentes, non pas de façon coercitive, simplement parce que d'une part, il y aura des impératifs liés à nos besoins véritables. Je pense par exemple que l'agriculture, l'élevage, la production d'énergie décentralisée, une certaine espèce de médecine très différente de la médecine qui prévoit actuellement, vont être à l'avant-plan. Alors, il est impossible de dire dans quelle sera la part, disons, de joie purement créatrice dans ces développements nouveaux. J'espère qu'en fait, ce sera un développement créateur où il n'y aura pas de différence essentielle entre travail, disons, et épanouissement, activité créatrice. Il n'y aura pas non plus de différence essentielle entre activité conceptuelle et entre activité physique manuelle. Mais enfin, d'autre part, à partir du moment où les hommes deviendront suffisamment maîtres de leurs besoins pour qu'une part appréciable de leur créativité reste libre, et ceci prendra un temps qu'on ne peut pas prévoir, peut-être que ce sera une génération, peut-être que ça en sera 10, nul ne le sait, et qu'à ce moment-là, n'importe qui, pas seulement une certaine élite scientifique, sera en mesure de se dédier une partie importante de son temps à des activités purement créatrices, purement spéculatives, purement ludiques, à ce moment-là, je crois qu'il y aura beaucoup moins d'inconvénients. Et même si à ce moment-là, on reprend certaines des directions de recherche qui auraient été abandonnées entre-temps, par exemple, certaines directions de la mathématique actuelle, ou même la physique, si la société ambiante est prête à en prendre les charges, parce que la physique actuelle ne se fait pas simplement par la tête, elle se fait avec une instrumentation sérieuse, avec des mises de fonds, mises d'énergie collective importantes. À ce moment-là, je ne vois pas d'inconvénient, mais je crois que c'est absolument impossible de prévoir maintenant. Je crois qu'en tout cas, je suis d'accord avec vous que la liberté est véritablement un critère essentiel pour les directions à prendre. Enfin, pour moi, elle est certainement. Et je pense que rien de bon ne se créera en dehors de la liberté. Mais je pense encore une fois que le dépérissement plutôt de la science actuelle, en fait, augmentera notre liberté. Ça ne se fera pas au dépens de la liberté de qui que ce soit. Mais vous ne supprimez pas par là. Je m'excuse. Oui. Un souvenir. Ce que je pense être intrinsèquement à l'homme,
cette cohabitation du démon et de l'ange, même si on est un jour dans une société, c'est ça propre. Disons, je ne crois pas que cette dichotomie du bien et du mal, que l'homme est comme ça, il y a un mélange de deux principes opposés, je ne partage pas cette façon de voir. Si vous me permettez, je vais faire une petite digression philosophique concernant le mode de pensée mathématique et son influence, je crois, sur la pensée générale. Parce qu'il y a une chose qui m'a déjà frappé avant d'en arriver à une critique d'ensemble de la science, qui m'a frappé depuis près de 2 ans, c'est la grossièreté, disons, du mode de raisonnement scientifique, du mode de raisonnement mathématique, quand on le confronte avec les phénomènes de la vie, disons, avec les phénomènes naturels. C'est que les modèles que nous fournit la mathématique, y compris les modèles logiques, sont une sorte de lit de Procruste pour la réalité. Et une chose toute particulière, c'est qu'en mathématiques, chaque chose, chaque proposition, bon, si on met à part des subtilités logiques, chaque proposition est ou bien vraie ou bien fausse. Il n'y a pas de milieu entre les deux. C'est la dichotomie totale. Et en fait, ça ne correspond absolument pas à la nature des choses. Dans la nature, dans la vie, il n'y a pas de choses qui soient absolument vraies ou absolument fausses. Il y a très souvent même, pour bien appréhender la réalité, on doit prendre en ligne de compte des aspects en apparence contradictoires, en tout cas des aspects complémentaires, disons, de la réalité, et tous les deux sont importants. Et dans un point de vue plus élémentaire, disons, une porte n'est jamais entièrement fermée ou entièrement ouverte, ça n'a pas de sens. Et disons, cette dichotomie qui provient peut-être de la mathématique, de la logique aristotélicienne, elle a vraiment imprégné, je crois, nos modes de pensée, y compris dans la vie de tous les jours, y compris dans n'importe quel débat d'idées ou même de vie personnelle. C'est une chose que j'ai souvent remarquée en discutant avec des personnes, que ce soit des discussions privées ou publiques, c'est quand, en général, les personnes voient 2 alternatives extrêmes, ne voient pas de milieu entre les deux. Si moi, je leur parle d'une vision personnelle, disons, mettons que la personne en question, mon interlocuteur, ce soit cette alternative qu'il a choisie, et elle voit une autre au bout opposé, mettons que moi, j'ai une vision qui se situe un peu au-delà de celle qu'il considère bonne, tout aussitôt, elle m'accusera d'avoir choisi l'alternative extrême opposée, parce qu'il n'y a pas de milieu. Je crois qu'il y a une vice de pensée qui est inhérent au mode de pensée mathématique, et j'ai l'impression qu'il se reflète également peut-être dans cette vision manichéenne de la nature humaine, où il y a d'une part le bon, d'autre part le mauvais, et puis bon, dans le meilleur des cas, on les voit cohabiter. J'ai l'impression en fait que ce que nous appelons mauvais n'est qu'une réaction naturelle à un certain nombre de répressions que nous subissons depuis notre naissance, et que en un sens, ce sont des réactions tout aussi naturelles, tout aussi nécessaires que, par exemple, l'apparition de fièvre dans notre corps, qui est un signe que notre corps est en train de réagir vigoureusement et positivement à une invasion microbienne. Alors, la tâche du médecin n'est pas d'éliminer la fièvre, mais d'essayer de combattre l'invasion microbienne par des médicaments. Ceci, tout au moins, est la thèse officielle, et peut-être la tâche du médecin de l'avenir sera surtout de comprendre la cause psychosomatique, disons, pourquoi il y a eu invasion microbienne à tel moment, alors que les microbes, il y en a toujours dans l'environnement, et alors que nous y sommes exposés tout le temps, pourquoi il n'y en a pas eu avant, quelles sont les causes véritables, quelles sont les tensions auxquelles nous avons été soumises. Enfin, ceci, c'est une autre paire de manches. Mais j'ai l'impression que la vision manichéenne n'est pas très bonne. Elle fait partie de l'air que nous respirons avec la culture ambiante, et je crois que cette vision va également se modifier. Bon, merci. J'ai envie de mettre ce point de vue à l'envers. Vous pensez que
cette vue qu'il y a du oui ou du non, du juste ou du faux, c'est de l'air que nous respirons et qui vient de la mathématique. Moi, je pense plutôt le contraire, que la mathématique moderne, elle est plus jeune que de toute notre philosophie et que c'est peut-être venu de la philosophie médiévale ou même de la théologie, parce que cette pensée qu'il y a le bon Dieu et le diable, les deux adversaires, elle est très ancienne. Et il se peut que les mathématiciens médiévaux, 15e, 16e siècle, ils étaient tellement imprégnés de cette idée que c'était naturel de penser comme ça. Et l'autre exemple que vous avez proposé du médecin, je pense qu'avant que la médecine était au même point qu'elle est actuellement, on essayait aussi de expulser des mauvais esprits et des diables, donc c'était la même idée. Alors je voulais juste vous mettre en doute ça, je pense que je le vois juste à l'envers. Et je me demande, l'autre, disons le troisième point, c'est la question, est-ce qu'on fait quelque chose en digital ou analogique? Une question qu'on se pose sur tous les niveaux. Digital, ça veut dire de nouveau binaire, oui ou non, et c'est très à la mode. Donc, peut-être qu'on peut dire l'idée venait de la philosophie ancienne, passée par la mathématique, et jusqu'ici répandue dans cette troisième forme. Et prenons l'autre, prenons juste la gamme que vous avez préférée aussi. Mais je ne dirais pas que c'est un vice qui est dû à la mathématique seulement, mais je dirais peut-être qu'elle a hérité ça déjà du passé. C'est une question. Je crois que là, on situe généralement l'origine de la mathématique, non pas avec Bourbaki par exemple, mais je crois que, en tout cas Bourbaki l'a fait remonter, dans ses notes historiques, l'a fait remonter aux mathématiciens grecs, disons à partir de Pythagore. Donc c'est déjà une tradition assez ancienne et qui finalement, prenons par exemple Euclide qui a incorporé cet esprit systématique de façon particulièrement parfaite, de telle façon que Euclide a été enseigné directement jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps encore. Alors bon, il est donc possible que la mathématique y soit pour quelque chose dans cet état d'esprit, même s'il y a, je ne veux pas jurer qu'il y ait effet de causalité, mais le fait, enfin, que les deux choses aillent dans le même sens, disons que la dichotomie mathématique et le manichéisme, ou cette tendance de voir toujours les deux extrêmes d'une alternative, ça ne peut guère être le hasard. Certainement, il y a corrélation entre les deux, c'est-à-dire ce sont des choses liées dans la culture dominante. Cette culture dominante, de toute façon, elle ne date pas d'hier. Je pense qu'elle s'est développée depuis plus de 2000 ans. Je ne suis pas très savant, très ferré en histoire, mais par exemple, des gens comme Jacques Ellul ou comme Lewis Mumford ont étudié précisément les tenants et aboutissants idéologiques de la science de la technologie depuis les origines. Et en ce qui concerne Lewis Mumford, il me semble qu'il les situe déjà, il est fait démarrer, je crois, du temps des pharaons, des grands travaux de l'Égypte. Donc je crois que nos ancêtres à ce sujet remontent assez loin. Mais il y avait une autre question, je crois, non? Non? Il n'y avait pas une autre question? La partie qui sert si vous voulez, de démystification ou de dénonciation du rôle de la science et surtout de la motivation du scientifique. Même si ça est peut-être incomplet. Je crois que par exemple, on pourrait discuter longtemps et noter le rôle important qu'à mon avis est la science dans la conservation même des structures sociales de notre société. J'ai trouvé un peu préoccupante la sorte d'interprétation que pourrait découler de votre exposé sur les solutions qui peuvent être trouvées à cette difficulté. La solution de se retirer, disons, du travail, qui finalement est la raison pour laquelle la société vous paye, est une solution de luxe qui peut être accessible à très peu de gens et qui ne peut pas être érigée en solution. À mon avis, si
si un ouvrier, ça veut dire se retirer du travail pour se sensibiliser, c'est une chose qui vraiment est impossible. À mon avis, si un ouvrier ne se sensibilise pas, c'est pas parce qu'il n'a pas envie, on ne comprend pas lesquels sont vraiment les vrais problèmes, c'est parce que l'écrasant poids de la société et des rythmes de travail, des conditions de vie auxquelles il est soumis, ne lui offre aucune autre possibilité. À mon avis, ce n'est pas les symptômes qu'il faut curer. À mon avis, c'est la maladie. Et la maladie est entièrement basée dans la structure sociale. À mon avis, c'est seulement en participant à ces changements, et ces changements de structure, qu'on pourrait un jour envisager de trouver un rôle nouveau, soit dans la sensibilité de chacun, soit un rôle nouveau de la science même. Et c'est pas en faisant un peu de théorie ici, n'est-ce pas, sur quel est le rôle de la science qu'on pourra trouver notre place. Je crois que la participation à cette lutte, c'est difficile donc, pour un scientifique parce que justement la satellisation, si vous voulez, ou la balkanisation des activités sociales la rend difficile. Mais je crois que c'est seulement cette participation. Et à partir de son poste de travail, le poste de travail est l'arme de tout le monde, je ne vois pas pourquoi ça serait différent pour un scientifique. À partir de son poste de travail, je crois que c'est la seule solution pour laquelle un scientifique peut vraiment participer à quelque chose qui soit utile pour un changement. Voilà, je pense qu'il y a eu malentendu en ce sens que vous croyez que je préconise telle ou telle solution. Alors effectivement, j'ai parlé de mon expérience personnelle, ma pratique personnelle, à titre d'illustration d'un type d'action, de conclusion qu'on peut tirer une fois qu'on est confronté avec certaines contradictions. Mais ce n'est absolument pas dans l'intention de me poser un modèle pour qui que ce soit, parce que je réalise bien que les conditions dans lesquelles sont placés les uns et les autres sont extrêmement différentes. D'une part, les conditions dites objectives, mais aussi les conditions subjectives, disons, l'état de préparation à prendre des pas assez draconiens, comme celui que j'ai pris en quittant l'institut dans lequel j'ai travaillé une fois, et puis un peu plus tard en décidant d'arrêter la recherche scientifique, ce qui n'empêche pas d'ailleurs que je suis quand même payé encore pour enseigner, pour l'année dernière, cette année-ci, pour enseigner précisément de la science très ésotérique au Collège de France, et que l'an prochain, je serai ou bien, probablement tout au moins, ou bien enseignant à la faculté des sciences d'Orsay, ou bien je serai directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique. C'est-à-dire, je n'aurai pas échappé à la contradiction de mon état de scientifique. Et finalement, je crois que ce qui compte pour moi, ce n'est pas tellement d'atteindre à une position de pureté morale qui est parfaitement impossible à l'intérieur de la société. C'est une des nombreuses choses que j'ai apprises au cours de ces 2 dernières années. Ce qui compte, c'est que nous soyons un ferment de transformation, un facteur de transformation là où nous nous trouvons. Et alors, si nous nous trouvons dans un certain milieu professionnel, il ne s'impose pas nécessairement que nous quittions ce milieu professionnel. Mais ce dont je suis convaincu, c'est que cette transformation ne se fera pas par la vertu magique d'adhérer à un certain parti, ou de temps en temps de distribuer des tracts, ou d'adhérer à certains syndicats, ou de déposer des bulletins de vote. Ça, je suis entièrement persuadé que ce genre de transformation se fera au niveau, pour commencer, des relations personnelles. Dans la mesure où ces relations personnelles ne changent pas profondément, rien ne changera. Parce que si on dit que les relations personnelles ne peuvent changer qu'une fois que les structures auront changé, ce qui signifie qu'on remet tout au grand jour J de la révolution, eh bien à ce moment-là, la révolution ne viendra jamais, ou la révolution qui viendra ne changera rien. C'est-à-dire, elle mettra une équipe dirigeante technocratique à la place d'une autre équipe technocratique, et la société industrielle ira son train-train comme par devant. Alors, je pense, comme exemple de relations qui devront changer de façon essentielle, par exemple, les relations entre les enseignants et les étudiants. Je peux continuer un petit peu parce que je vous perdais de vue. Et c'est ça, j'avais peur que vous quittiez la salle avant que j'ai terminé de répondre. C'est ça. Alors,
peut-être je vais être confronté dès cet automne à cette situation, pour la première fois de ma vie d'ailleurs, d'être dans un amphithéâtre avec des étudiants auxquels je dois pour de bon enseigner les mathématiques, qui vont les préparer à certains examens, leur procurant certains diplômes dont je suis pour ma part convaincu que c'est des connaissances qui ne servent à rien. D'une part, qui ne servent à rien pour la société dans son ensemble, mais d'autre part, dont il n'est même pas clair qu'ils servent à quelque chose à ceux qui vont avoir ce diplôme, parce qu'il n'est absolument pas clair que ça leur permettra d'avoir un métier par la suite. Donc, alors ce que font la plupart encore des scientifiques, c'est que, ou bien ils se refusent de voir le problème, ou bien s'ils le voient, ils posent un voile public par-dessus ce problème dans leur relation avec les étudiants. Et les relations entre les étudiants et eux, ce sont les relations d'enseignants et les relations traditionnelles d'enseignants à professeurs, c'est-à-dire ils font un cours technique, celui qu'on leur demande, un point c'est tout. Lorsque exceptionnellement les étudiants posent des questions techniques, on répond à ces questions techniques du mieux qu'on peut, et c'est ça. En ce qui me concerne, j'ai décidé de ne pas m'en tenir à ce type de relation et ne plus séparer l'enseignement mathématique d'une discussion à carte découverte, à visage découvert, avec les étudiants ou tous ceux qui voudront venir assister à la discussion, pour essayer de faire le point. Pourquoi est-ce que nous sommes là? Qu'est-ce que nous allons apprendre ensemble? Pourquoi? Que signifie l'examen qui est au bout du programme de cette année? Quel est son sens? Quel est notre rôle mutuel, moi professeur et vous étudiants? Et décider ensemble sur ce qu'on fera. Alors probablement dans les quelques années qui viennent, à moins que la situation ne mûrisse encore plus vite que je ne le prévois, il est probable que les étudiants dans la majorité insisteront pour qu'on suive, une fois ces discussions terminées, pour qu'on suive plus ou moins le programme traditionnel et qu'on fasse le rituel d'usage concernant les examens. Il est possible aussi qu'ils en décident autrement, auquel cas je me plierai à leur avis. De toute façon, il y a là, disons, une possibilité d'un échange dynamique, d'un mûrissement de l'atmosphère, de l'atmosphère générale. En fait, j'ai commencé à mettre cette pratique en pratique cette année même au Collège de France, puisque j'avais annoncé comme première partie d'un cours de mathématiques que je fais au Collège de France cette année, comme première partie du cours, j'avais prévu précisément une discussion sur le thème de notre discussion d'aujourd'hui. Allons-nous continuer la recherche scientifique? Alors, cette proposition de partie d'un cours de mathématiques a donné lieu à un débat assez vif parmi mes collègues au Collège de France. Et en fait, pour la grande majorité d'entre eux, c'était une chose absolument impensable qu'un cours de mathématiques puisse être partiellement et officiellement consacré à une question de ce type. En fait, il y avait comme le titre était plus long, Sciences et techniques dans la crise évolutionniste actuelle. Allons-nous continuer la recherche scientifique? C'est-à-dire, je posais la question, disons, de la crise de civilisation, qui me semble la question urgente à débattre actuellement. Eh bien, on est arrivé à la situation contradictoire, et c'était un peu celle que je voulais pour mieux faire éclater certaines contradictions, à savoir que peut-être pour la première fois, ou une des rares fois, que dans cette auguste institution, on pose une question véritablement brûlante pour, disons, la civilisation dans laquelle nous sommes placés, une question de crise intense. Eh bien, la première fois qu'on se propose de la discuter publiquement et en profondeur, eh bien, c'est pratiquement la seule fois où le corps professoral réuni refuse de donner l'approbation à ce sujet de cours. Parce qu'en fait, le vote a donné quelque chose comme 35 votes contre, pour 9 votes pour, et j'ai été moi-même surpris de trouver 9 collègues pour soutenir mon initiative, et cette surprise n'était pas, je suis convaincu, était encore beaucoup plus grande chez les 35 autres, parce que le ton dans lequel avait lieu cette discussion était tel qu'il était clair que pour eux, il était impensable qu'un scientifique, dans son sens commun, puisse ne pas être choqué par le genre de proposition que je faisais pour ce cours, soi-disant, de mathématiques. Alors, ceci, juste à titre d'exemple, non pas pour dire que tout le monde doit maintenant faire exactement la même chose, mais juste à titre d'un exemple concret de ce que moi personnellement j'essaye de faire pour tirer parti
d'une situation certainement contradictoire, mais au lieu d'essayer de cacher ces contradictions, les faire éclater le plus brutalement possible, et ceci comme un moyen de faire mûrir une certaine situation. Vous avez fait référence constamment à la recherche scientifique, mais j'ai l'impression que vous donnez au terme une signification très restreinte. J'ai l'impression que pour vous c'est les mathématiques, bien sûr, ensuite la physique, quelque chose comme ça, à la rigueur la recherche médicale. Mais il semblerait, n'est-ce pas, que vous ignorez qu'il y a la recherche en sciences sociales, la recherche en sciences de l'homme. Alors, alternativement, vous parlez en termes apocalyptiques de ce qui va arriver à la société, à la civilisation, comme si c'était quelque chose qui devait arriver fatalement et de façon incontrôlable par l'homme. Alors, que nous les voulions ou non, ça c'est contrôlable par l'homme. Et ça, il y a des hommes qui s'occupent à contrôler ça dans le sens qui est bon pour eux. Alors, s'il vous intéresse, monsieur, d'infléchir, n'est-ce pas? Pardon? Pour ne pas citer des exemples compliqués, les agences publicitaires, ils savent très bien, monsieur, par exemple, comment vous bourrez le cerveau. N'est-ce pas? Alors, est-ce que vous êtes sûr qu'ils vous le bourrent dans le sens que vous voudrez? Alors, et ça pour ne pas parler de choses beaucoup plus graves, n'est-ce pas, que la consommation du Coca-Cola ou de Pepsi-Cola. Alors, vous parlez alternativement, dans des termes apocalyptiques, n'est-ce pas, de ce qui doit arriver comme quelque chose d'incontrôlable pour l'homme. Et là, je crois que vous avez tort, parce que si vous voulez modifier la société dans un sens, et je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut la modifier, je ne suis pas si c'est certain que c'est dans le même sens, mais en tout cas, on est d'accord sur le principe, quoi. Alors, et je crois qu'il faudrait faire cette science maudite, n'est-ce pas, comme disait le monsieur, pour pouvoir nous aussi la contrôler. Cette évolution que vous présentez avec des caractéristiques de fatalisme. Et d'autre part, n'est-ce pas, lorsque vous dites que vous allez discuter avec les étudiants, et quels sont les rapports avec les étudiants, vous allez faire une science de l'homme, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a des phénomènes qui s'appellent par exemple la communication pédagogique, qu'on étudie avec des méthodes scientifiques. Ce n'est pas les mathématiques, mais c'est la science, n'est-ce pas? Alors, je crains que fatalement vous retombez soit dans la religion, soit dans la science. Parce que, ou bien vous faites des prophéties apocalyptiques, ou bien vous essayerez de faire avec vos étudiants un début, n'est-ce pas, des sciences, à réinventer les sciences qui sont déjà faites. Alors, vous parliez, c'est ça, d'une vision apocalyptique de la civilisation. Et c'est un terme qui revient souvent quand on parle de la civilisation. C'est toujours ce même conditionnement qui nous fait concevoir qu'il y a une civilisation, comme s'il n'y avait pas eu des centaines, et comme s'il ne va pas y en avoir des centaines d'autres. Donc déjà, un premier point que je voudrais donc remettre en place, dans ma vision tout au moins, c'est qu'il s'agit d'une certaine civilisation qu'on peut fort bien récuser d'ailleurs, et dont on peut fort bien prévoir qu'elle va disparaître, comme bien d'autres civilisations ont disparu. Donc, en fait, lorsqu'il y a à peu près 2 ans, j'envisageais non pas la disparition de la civilisation, parce que je l'identifiais encore, j'étais encore trop prisonnier de ces conditionnements. J'identifiais la civilisation, la seule que je connaissais, avec l'humanité, et la destruction de cette civilisation m'apparaissait effectivement sous une image apocalyptique de fin de l'espèce humaine, mais j'ai expliqué il y a une demi-heure ou 1 heure, j'ai expliqué que cette vision a entièrement changé. Maintenant, disons, l'écroulement de cette civilisation n'est pas une vision apocalyptique, c'est, disons, quelque chose qui me semble hautement souhaitable, et je considère que c'est notre grande chance qu'il existe, disons, une base biologique de la société humaine qui se refuse à suivre la voie de la civilisation industrielle dominante, que finalement, c'est, disons, la crise écologique qui va nous forcer, que nous voulions ou non, à modifier notre cours et à arriver à développer des modes de vie, et inclus des modes de production, bien entendu, qui soient radicalement différents de ceux des modes de production prédominants. Alors, d'autre part, vous parlez du rôle des sciences humaines, en disant que il n'y a pas que les sciences dites exactes, les sciences physiques, et je le sais bien. Vous savez aussi comme moi d'ailleurs, et ça c'est une critique très sérieuse, je crois qu'on peut faire aux sciences humaines, c'est qu'elles essayent de plus en plus à se mouler suivant le modèle des sciences dites exactes,
sciences mathématiques en particulier, de telle façon que de plus en plus les sciences humaines, dans la mesure où elles veulent accéder au véritable statut scientifique, et puisque seule la science, d'après les normes universellement admises jusqu'à maintenant, est considérée comme sérieuse, on enferme ces sciences humaines de plus en plus dans un jargon souvent mathématique. On connaît l'influence des tests numériques, des méthodes numériques pour traiter la psychologie par exemple. Il est peut-être, on pourrait dire aussi que pas mal de traités d'économie, de gros traités, c'est ça, commencent par un 2/3 de ce livre qui développe des pesants formalismes mathématiques qui a comme seul but de les rendre incompréhensibles au commun des mortels. En fait, par une personne interposée qui est un proche ami de moi, donc qui a parlé avec un professeur d'économie de Bordeaux, il lui a dit textuellement qu'en fait, le but de ce formalisme mathématique dans un livre de sa composition, c'était de cacher le fait que le contenu scientifique véritable pouvait être compris par n'importe quelle personne ayant le niveau d'instruction du certificat d'études. Bon, alors, donc je crois qu'en fait, on peut faire un reproche très très sérieux aux sciences humaines dans cette direction. D'autre part, je pense que les sciences humaines, concernant les détournements de son objet, elles sont soumises aux mêmes critiques que les autres sciences. Par exemple, dans l'avant-dernier numéro de Survivre, on donne pas mal de détails sur l'utilisation de l'anthropologie dans la guerre dans le sud-ouest asiatique. En fait, la science anthropologique américaine, en grande partie, est au service des militaires pour arriver à quadriller les populations indigènes en Asie du Sud-Ouest, pour arriver à étudier par ordinateur l'impact que pourrait avoir telle politique ou telle autre, la politique de brûler les récoltes par exemple. Est-ce que les effets seront plus bénéfiques vis-à-vis de l'implantation américaine ou est-ce qu'au contraire les ressentiments pourraient l'emporter? Disons, il y a des études comme ceci qui sont faites sur le terrain par les anthropologistes. Donc je crois que finalement il n'y a pas tellement de différence à faire du point de vue du rôle pratique et idéologique entre les sciences humaines et les sciences dites exactes, les sciences naturelles, disons. Je voudrais vous demander simplement quels sont les buts du mouvement Survivre et quels sont les contacts que vous avez avec les mouvements existants dans la région comme le mouvement Budget Cobaye. Bon, les buts du mouvement Survivre, au début, notre vision donc était apocalyptique et nous avions pris comme but de lutter pour la survie de l'espèce humaine menacée par les conflits militaires, les dangers des conflits militaires et par la crise écologique provenant de la pollution et de l'épuisement des ressources naturelles. Bon, mais au cours donc d'un an et demi d'existence, nous avons pas mal évolué et je pense qu'on pourrait formuler la façon dont la plupart d'entre nous voient notre but, c'est d'aider à préparer le passage d'un type de civilisation à un autre. Par des transformations qui puissent s'effectuer dans l'immédiat. Alors jusque maintenant, notre travail a été surtout un travail critique. Néanmoins, ça fait assez longtemps, ça fait 6 ou 9 mois que nous voyons assez clairement qu'il faut arriver à dépasser le travail critique pour arriver à faire quelque chose en direction constructive. Par exemple, disséminer de l'information sur le mouvement communautaire, sur le développement de techniques, de technologies légères, de biotechnologies dans le sens des nouveaux alchimistes, disséminer de l'information sur des expériences d'éducation, sur des expériences d'écoles nouvelles du type de Summerhill et des choses dans ce goût-là. Mais entre l'intention de le faire et, disons, la préparation du point de vue d'expérience, du point de vue contact, etc., il y a encore un pas. Et je pense que cette transformation dans le contenu du journal et de notre action se fera comme ça progressivement au cours de l'année ou des années qui viennent. J'espère que d'ici une année, par exemple, au moins une moitié des publications que nous sortirons, que ce soit le journal ou autre chose, vont être dans cette direction constructive
au lieu d'être purement critique. Alors, nos relations avec le comité budget cobaye, eh bien, nous sommes en bonne relation avec eux. On a été cinq membres de Survivre à participer à la grande fête manifestation de budget cobaye au mois de juin dernier. Nous sommes en relation assez suivie avec eux. Personne d'entre nous directement, mais si on a même eu quelqu'un, c'est ça qui a été ensuite à la sorte de permanence, de sit-in permanent qu'il y a eu devant la centrale de budget cobaye pendant un mois ou deux en automne dernier. C'est un adhérent qu'on a eu, Léraud, qui est rédacteur du Court Papier, qui est un petit journal écologique régional pour la Provence. Alors, disons, du point de vue pratique, une des choses utiles que nous pouvons faire, enfin je vois, disons, comme action spécifique que nous pouvons faire, d'une part parce que nous sommes beaucoup de scientifiques à l'intérieur de Survivre, je crois que nous sommes mieux placés que beaucoup d'autres pour contribuer à dénoncer un certain nombre de mythes de la science. Et nous allons commencer vigoureusement dans ce sens à partir du numéro 9 de Survivre, dont l'éditorial est consacré à une description critique de l'idéologie scientiste. Le titre de l'éditorial est « La nouvelle Église universelle ». La nouvelle Église universelle, donc, c'est ça. Alors, à un autre point de vue, nous pensons qu'il y a un phénomène très important qui est en train de se passer, à savoir que depuis au moins une année, et de façon très intensive, je crois depuis 6 mois ou une année, c'est-à-dire que des personnes, chacune isolée dans son coin, dans son milieu familial ou professionnel, qui commencent à être, disons, assez conscientes de l'existence d'une véritable crise de civilisation, elles se sentent donc isolées et de ce fait paralysées, eh bien, essayer de contribuer à créer un réseau de connaissances entre ces gens-là. Et en fait, ce que le réseau véritablement est en train de se constituer par l'intermédiaire de toutes sortes de facteurs. Je crois que, par exemple, les articles de Fournier dans Charlie Hebdo y contribuent. Je pense que l'existence de notre groupe y contribue également. D'ailleurs, cet phénomène de regroupement, pas de regroupement, c'est ça, de création de liens, d'un réseau de liens entre des entités d'abord isolées, ne s'applique pas seulement aux personnes, mais aussi aux groupes. Par exemple, pendant un bon moment, Survivre, ce groupe croyait être le seul de son espèce à faire, par exemple, une analyse critique de la science. Or, nous nous sommes aperçus depuis qu'un peu partout, il y a des groupes analogues qui sont en train de survivre. Nous connaissons particulièrement bien le groupe LaCiTOC et un autre groupe aux États-Unis, Science for the People. Il y a d'autres groupes d'ailleurs qui se sont créés plus ou moins simultanément avec nous, sous le même nom Survivor, aux États-Unis. Donc, eh bien, ces groupes, finalement, qui chacun est parti d'un aspect spécifique du problème de la crise de civilisation, peu à peu élargissent leur point de départ jusqu'à arriver à des visions plus ou moins globales et à se rencontrer avec toutes sortes d'autres groupes qui parfois sont partis de points de départ différents. Et j'ai l'impression que ce processus extrêmement rapide va probablement être achevé dans l'année qui vient, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, n'importe qui dans la société occidentale tout au moins, qui commence à sentir assez clairement que quelque chose ne va pas du point de vue civilisation, qui commence à être étreint par un sentiment d'incohérence dans sa vie à lui, mais une cohérence qui soit de type, qui ait une signification globale, eh bien, d'emblée, il lui sera impossible d'être isolé, il trouvera immédiatement à se placer dans ce réseau. Donc ça, c'est une chose, je crois, ça c'est un processus auquel un groupe comme le nôtre peut très bien contribuer. Donc ce sont des choses assez modestes, disons, chacun les fait dans sa propre sphère d'activité. Mais comme il y a beaucoup de personnes et de groupes qui le font, finalement, l'effet global, je crois, n'est absolument pas négligeable. Je pense que ça m'a l'air d'être une très bonne conclusion pour ces questions, parce que je crois qu'on peut continuer toute la nuit, mais bon, il faut bien trouver une fin. Je crois que il faut vous remercier beaucoup parce que beaucoup de points très profonds ont été approfondis cette fois-ci, ont été traités. Et
beaucoup d'aspects de ces problèmes méritent certainement encore réflexion. Nous continuerons ce genre de discussion lors du passage d'un autre conférencier. Je peux ajouter quelque chose. Bien entendu, s'il y a des personnes ici présentes qui ont envie de continuer, disons, à discuter certains points, avec moi en particulier, je ne sais pas, est-ce qu'on peut le faire ici sur place? Ou est-ce que ça peut faire à une certaine heure? Non, il serait mieux de continuer alors en bas à la cantine. C'est ça, ou bien si d'autres, c'est ça. Parce que, d'après mon expérience personnelle, dans ce genre de discussion, finalement, les discussions qui ont lieu par petits groupes après coup, une fois que la science est levée, sont plus fructueuses, sont plus intéressantes que la discussion générale, qui était particulièrement, ordonnée ici, mais qui en général est beaucoup plus anarchique, beaucoup plus chaotique. Je vois qu'on a affaire à des scientifiques, c'est-à-dire à des gens disciplinés. Il y a plus survivre, on les a tous épuisés. Est-ce que vous pouvez apporter un autre stock qu'on pourrait vendre à l'association éventuellement? Mais je n'en ai pas ici. Tout ce que je peux faire, oui, c'est d'en envoyer une autre fois. Oui, d'accord. C'est ce que je vais écrire. Parce qu'il faudrait écrire qu'il n'y en a plus et qu'il y en aura d'autres. On prend l'article dans le bulletin. Bon, il n'y en a plus. Attendez.